Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jean-Bruno Tagne est journaliste et écrivain, mais c'est lui qui alimente une espèce de polémique autour de ses relations supposées au réel avec Samuel Le-Fils à travers un certain nombre de confrères. Eh bien, ce membre du Conseil national de la communication a dit sur effectivement la suspension depuis quelques jours maintenant au Cameroun de la télévision Afrique Média sur les mondiaux, c'est-à-dire les Coupes du monde de football, qu'il a d'ailleurs couvert autant que les Coupes d'Afrique des Nations de football. Et il a également un mot à dire sur la Fédération camerounaise de football, le jeu là-bas, le jeu au niveau de l'Africa Foot, le jeu au niveau des joueurs, mais également le statut de lion indomptable du Cameroun. Il vient d'ailleurs de révéler que l'État camerounais va en emprunter à peu près 550 milliards de francs CFA. Question de construire les stades à l'occasion de cette CAN que le Cameroun s'en va organiser. 2 CAN d'ailleurs, en 2016 et en 2019. Jean-Bruno Tagne est donc l'invité de l'arène ce soir. Voici en intégralité les protagonistes de cette édition. Bonsoir à tous. Dans l'arène ce soir, Jean-Bruno Tagne. Notre invité est journaliste et grand reporter au quotidien Le Jour, auteur de plusieurs ouvrages notamment La tragédie des lions indomptables et Programmé pour échouer, l'enquête sur la débâcle des lions indomptables en Afrique du Sud. Membre du Centre d'études et de recherche en droit, économique et politique du sport de l'Université de Yaoundé 2, membre du Conseil national de la communication en 2013, chef d'ex-politique et économique au quotidien Le Jour en 2013, titulaire d'une licence en droit privé à l'Université de Yaoundé 2. Il a également le diplôme de l'École supérieure des sciences et techniques et de la communication d'ESTIC, option journalisme. Face à lui ce soir, 2 gladiateurs. Soulé Onohiolo, journaliste et grand reporter au quotidien Le Messager, fervent défenseur des valeurs morales, de la justice sociale, de l'équité. Sa franchise lui vaut de nombreuses sollicitations. À côté de lui, il y a Mathieu Nathanaël Ndjok, 25 ans de métier dans le journalisme. Il est depuis une décennie rédacteur en chef du billet hebdomadaire Aurore Plus, secrétaire général adjoint de l'Association des journalistes sportifs, membre de l'UGC, ADJEC, journaliste économique des ONG des droits et libertés. En monde à venir, un ancien footballeur. Pour arbitrer les échanges qui s'annoncent déjà houleux, Ghislain Pierre et Sono. Le décor est déjà planté. Les hostilités peuvent démarrer. On ouvre les hostilités tout à l'heure, le temps d'accueillir nos confrères, notamment Nathanaël Ndjok. Bonsoir, monsieur le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Aurore Plus. Bonsoir, Ghislain Pierre Sono. C'est un plaisir renouvelé d'être à cette émission dominicale. Et c'est un plaisir d'avoir en face de moi mon ami et très cher Jean-Bruno Tagne. Vous avez déjà dévoilé vos amitiés. Je rappelle que nous également, on vous dit infiniment merci parce que vous avez fait le déplacement de Douala pour venir participer à cette émission à notre invitation. Alors, Aurore Plus, quelle est l'ambiance qui prévaut à ce jour du côté de ce journal ? Non, il faut dire que nous sommes très sereins. Je peux vous rassurer que nous n'avons jamais été ébranlés. Simplement que nous avons été un peu choqués par la manière dont l'annonce de ces rumeurs s'est répandue. C'était une rumeur alors, ce n'était pas une mesure du Conseil national de la communication. Non, les décisions du Conseil de la communication sont officielles. Et ce qui est sûr, quand on a vérifié, c'est qu'il y avait session du Conseil, il y avait délibération du Conseil national de la communication, mais apparemment il y a quelques brebis galeuses à l'intérieur qui avaient des intérêts à diffuser les décisions ou alors... à l'intérieur du Conseil national de la communication. Bien sûr, puisque dès pratiquement 9 heures, les réseaux sociaux étaient inondés d'une supposée sanction du journal Aurore Plus. Ce qui n'est pas le cas. Et, je crois qu'on est informé des décisions du Conseil national de la communication par une décision officielle. Très bien, vous avez en face de vous un membre du Conseil national de la communication qui est donc l'invité de l'arène ce soir. Le temps pour moi d'accueillir Soulé Onohiolo. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, pas monsieur. Pas de chef traditionnel ce soir, monsieur le grand reporter.
On vous adresse quand même nos condoléances, parce que vous avez perdu un être cher à vous, votre sœur aînée, qui était un peu comme votre maman. Et c'est d'ailleurs parce que vous avez bravé un certain nombre d'émotions que vous êtes venu à ce programme ce soir. On vous en remercie d'ailleurs. Merci beaucoup. J'avoue que j'avais déjà donné un OK. Et puis, c'est vrai, on n'a pas fait comme on a l'habitude de faire chez les musulmans. Ça veut dire que si on avait programmé l'enterrement aujourd'hui, je ne serais pas venu, mais cette fois-ci, exclusivement, on a mis le corps à la morgue. C'est ma sœur aînée, vous l'avez dit. Et je suis là, j'ai mis de côté le deuil pour venir honorer ce rendez-vous. Et parce que justement, nous avons en face, et c'est pour ça que je n'ai pas mis les attributs de chef, pour ne pas influencer, n'est-ce pas, l'invité de ce soir, qui est déjà un jeune frère sur le plan professionnel et en expérience. Si j'avais mis encore les attributs de chef, lui qui vient d'une région, on adoube le chef, on le respecte avec beaucoup de grandeur et de splendeur, il aurait davantage été, n'est-ce pas, très mis mal à l'aise. C'est pour ça que je suis venu. Et là, je crois qu'on va faire beaucoup plus entre journalistes. Et c'est vrai, et ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est qu'il est très courageux d'avoir accepté, n'est-ce pas, le rôle qui va être le sien ce soir, parce que tous les autres l'ont snobé, et on l'a voyé à la guillotine, je ne sais pas pourquoi, mais parce que c'est le plus jeune du Conseil national de la communication. Souley a déjà commencé les questions, en tout cas. Mais de toutes les façons, il faut qu'on le dise. Jean-Bruno Tagné, je le connais bien, on a fait beaucoup de cours ensemble. On a été à Maputo, n'est-ce pas, pour les Jeux africains, dans le cadre des Jeux africains, il y a 4 ans. On dormait presque dans la même chambre. Mais là, on descend dans l'arène, c'est la bataille des gladiateurs. Et le simple fait qu'il représente le CNC nous envoie à le guillotiner. Donc, on ne va pas le louper, quoi. Très bien. Puisque c'est une belle transition que vous avez, un beau pont que vous avez établi, j'accueille donc monsieur Jean-Bruno Tagné. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'arène. Merci, c'est gentil de m'avoir invité. Alors, quand vous êtes parti de chez vous pour venir à cette émission ce soir, quelle est la dernière personne à qui vous avez dit au revoir et pourquoi? La dernière personne à qui j'ai dit au revoir, c'est mon épouse et mon fils, évidemment, parce que j'habite avec ces personnes-là. Et donc, j'ai eu également quelques amis au téléphone. Pour leur dire... suivez l'émission ou non, qui ont ce que je défends de la République ou non, qui ont été informés de ce que je serai l'invité de la reine ce soir et m'ont appelé pour écoutez, m'encourager et puis me souhaiter beaucoup de courage dans cette émission. Bienvenue dans la reine, monsieur Jean-Bruno Tagné, avec vos multiples casquettes. En tout cas, on aura l'occasion de revisiter un peu vos personnages et vos personnalités au cours de cette émission. C'est juste derrière cette transition qui ouvre donc droit les hostilités de la reine ce soir. A tout de suite. On connaît déjà qui sont les protagonistes de la reine et on va parler du Conseil national de la communication, dont vous êtes d'ailleurs un éminent membre. Alors, peut-être pour rentrer par la sortie de Nathaël tout à l'heure, Aura Plus, un journal camerounais, un hebdo, est-ce que ce journal a été suspendu? Alors, je suis très heureux que M. Ndjok lui-même parle de rumeurs. Et donc, je ne voudrais pas commenter les rumeurs. Les décisions du Conseil national de la communication ne sont pas faites pour les membres du Conseil national de la communication. Donc, lorsqu'un journal est sanctionné, lorsqu'un journal est acquitté, ils sont informés de la décision qui a été prise par le Conseil. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une affaire qui est pendante au Conseil national de la communication contre le journal Aura Plus depuis pratiquement 6 mois, si je ne m'abuse. Donc, lorsque une décision aura été rendue sur cette affaire, je pense que monsieur en sera informé et je pense qu'il sera d'ailleurs le premier à en être informé. Non, c'est vrai, il y a une affaire. C'est le directeur général de Camerco qui a saisi le Conseil de la communication. Mais chaque fois, la première convocation est arrivée 2 semaines après par une agence de courrier express. Et la deuxième convocation nous était parvenue, je crois, à 3 jours de la date butoir. Nous avons estimé que ce n'était pas suffisant pour affûter nos armes et nos avocats n'étaient pas prêts. Ça, donc, s'il y avait sanction, c'est que c'est une sanction par défaut. D'autre part,
je voudrais dire que cette affaire n'a pas lieu. C'est une question que vous posez à Jean-Bruno Tagne. Non, je réponds d'abord à Jean-Bruno. Non, je pense que c'est Bruno Tagne qui répond. Mais moi, je voudrais rentrer dans le vif du sujet. Oui. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est arrivé de la sentence contre le messager, mutation et émergence, qui avait été traduit au Conseil national de la communication par le ministre Chiroma Bakari. Là encore, ce sont des affaires qui sont pendantes au Conseil national de la communication et soyez rassurés, vous serez les premiers informés de la décision. Comment ça s'est passé quand vous dites pendante, c'est-à-dire que c'est une affaire qui est encore en cours d'instruction. On ne va pas utiliser de très grands mots parce qu'après tout, le Conseil national de la communication, c'est un organe de régulation et on est supposé discuter entre confrères de pratiques professionnelles. Donc, ce n'est pas une juridiction à proprement parler. Mais le plus gros problème du Conseil, c'est ses méthodes de travail. Non, c'est le plus gros problème, justement, parce que vous parlez entre confrères, la plupart des membres du Conseil nommés par décret présidentiel sont des journalistes, des confrères, comme vous le dites, sauf que la plupart des cas, c'est le secrétaire général, avec le collectif des gens qu'il a recrutés, qui entendent les uns et les autres. Pourtant, lui n'est pas membre du Conseil. Ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, le Conseil. Et je vous rappelle que le Conseil national de la communication s'est doté d'un code de procédure. C'est-à-dire que nous avons un code qui permet d'expliquer aux personnes qui arrivent devant le Conseil national de la communication la procédure pour instruire les plaintes qui sont déposées devant le Conseil national de la communication. Et lors de l'instruction, une fois que le messager, par exemple, a été cité au Conseil national de la communication, le messager est invité par effectivement le secrétaire général du Conseil national de la communication qui peut parfois être assisté par les membres. Là, c'est pour recevoir les arguments de la partie défenderesse. Et donc, c'est à l'issue de cette première audition que les membres, sur la base du procès verbal de cette audition-là, décident. Et lorsqu'il y a... C'est justement là le problème, Jean-Bruno Tagne. Pourquoi le membre du Conseil, n'est-ce pas, ne discute pas? Pourquoi il n'y a pas de contradictoire? Après la transmission du procès verbal par le secrétaire général et l'équipe des jeunes gens qu'il a recrutés, il n'y a pas le contradictoire. Je vous ai très bien compris. Et laissez-moi expliquer. Je dis... Une fois qu'on a reçu le procès verbal des auditions, il est question maintenant pour les membres, au regard de ce qui a été dit par la partie défenderesse, de décider. Maintenant, il peut arriver que les membres du Conseil national de la communication ne soient pas d'accord ou alors estiment que l'instruction n'a pas été suffisamment bien menée. Et là, nous exigeons que les personnes mises en cause... Est-ce que cela est arrivé? Cela est arrivé, oui. Avec qui? Pour le cas Émergence, qui a comparu devant les membres du Conseil national de la communication, le quotidien Émergence, pour le cas L'œil du Sahel et pour beaucoup d'autres cas. Donc, c'est une procédure que le Conseil national de la communication a adopté et suit à la lettre. Quand vous dites qu'il y a pas... Les journalistes de la Nouvelle Vision, par exemple, estiment, qu'ils ont été entendus sur PV par le secrétaire général, mais ils ont été frappés de sanctions sans avoir bénéficié du contradictoire. C'est la procédure. Qu'est-ce que vous appelez contradictoire? Le contradictoire signifie que lorsque quelqu'un a été attaqué devant le Conseil national de la communication, qu'il ait la possibilité de se défendre. Devant les membres du Conseil. Il peut se défendre soit de manière orale devant les membres du Conseil ou alors le secrétaire général et ses collaborateurs qui font partie du Conseil, même s'ils n'en sont pas membres et ils ne décident pas, c'est nous qui décidons les membres. Et donc, le contradictoire, ça peut être oral et le contradictoire, ça peut être également écrit. Et il nous est arrivé de demander à des personnes qui sont mises en cause devant le Conseil national de la communication d'envoyer leurs observations par écrit, ce qui a été fait. Et il y a des fois où les avocats se sont présentés devant le Conseil. Le messager a été traduit devant le Conseil national de la communication au moins une fois. Et il me souvient que votre collègue, monsieur Chanon, était venu se défendre. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de contradictoire. Et pour finir sur ce point-là, effectivement, parce que le Conseil national de la communication, tel qu'il existe aujourd'hui, a beaucoup évolué.
nous sommes en train de construire, de porter cette institution sur les fonds baptismaux. Parce qu'avant, le Conseil avait simplement donné un avis consultatif. Il n'avait pas un pouvoir contraignant. Mais ça, on le sait. Mais le problème, c'est que pendant que vous pensez que vous grandissez... C'est une institution qui est en train de grandir, c'est une institution qui essaye de mettre en place... qui essaye de mettre en place des procédures qui soient acceptées de tous. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que de plus en plus, vos méthodes de travail, vos sanctions sont critiquées. Parce qu'aujourd'hui, il y a comme un refus, ou alors il y a une indignation des syndicats qui estiment que, en tant que un tribunal de paix, vous prenez parti beaucoup plus, n'est-ce pas, pour frapper, n'est-ce pas, vous cognez dans tous les sens. On a le sentiment qu'on s'en sort difficilement de l'étau du Conseil. Avant la question de Nathalie. Non, attendez que je réponde. D'abord, il faut savoir que je n'ai jamais vu quelqu'un déboucher un champagne après avoir été sanctionné. Ça n'existe pas. Les gens vont toujours se plaindre. Si je n'étais pas au Conseil national de la communication, je serais en train de me plaindre avec vous. C'est tout à fait normal. Et que les syndicats... Donc vous avez viré de l'autre côté. Que les syndicats... Je suis membre du Conseil national de la communication. Vous avez viré de l'autre côté. Et j'assume. Et vous ne pouvez plus vous plaindre. J'assume ma position de membre du Conseil national de la communication. Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes venu. Et donc, les syndicalistes ont tout à fait le droit de se plaindre, c'est tout à fait normal, c'est leur rôle. C'est le contraire qui eût été surprenant. Votre question, je vous en prie. Moi, je suis embarrassé lorsque je vois Jean-Bruno vouloir défendre l'indéfendable parce que je ne sais pas s'il me faut poser les questions. Jean-Bruno, est-ce qu'au stade actuel, le Conseil national de la communication jouit encore de sa légitimité? Tout à fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui aurait porté atteinte à la légitimité. Vous connaissez vos thèses qui disent que lorsque l'intérim du président est assuré 6 mois, 6 mois après c'est forclos. Et depuis décembre, M. Peter Essoka ne peut plus signer, il ne peut plus signer une décision. Le Conseil national de la communication ne peut plus prendre un acte légal. Et comment vous pouvez, depuis décembre, sanctionner? C'est des actes que vous posez qui sont frappés d'illégalité. Bien. Et c'est pour ça que moi je suis embarrassé. Non, vous avez posé dans ma question de même de vos sanctions. Ne soyez pas embarrassé parce que je vais vous répondre sur ce plan-là. Et je vais dire, pardonnez-moi, vous voyez totalement. L'article 15 qui parle effectivement de la vacance du poste de président dit ceci: le président du Conseil national de la communication représente le Conseil dans tous les actes de la vie civile et dans les affaires de la justice. Et lorsqu'il y a vacance à ce poste-là, si le président du Conseil national de la communication a par exemple démissionné, lorsqu'il est empêché, et lorsque cet empêchement se prolonge, il est remplacé dans les 6 mois par le président de la République. Ça, c'est d'un. Le cas qui se pose au Conseil national de la communication en ce moment est celui du décès du président. C'est un empêchement. Le président est d'abord un membre. Et ce cas de décès est réglé par l'article 8 du décret du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil national de la communication, qui dit que lorsque un membre décède ou alors démissionne, il est remplacé dans les conditions prévues à l'article 7. Et l'article 7 dit que c'est le président de la République qui nomme les membres du Conseil national de la communication. Donc, en l'état actuel, ce n'est pas la faute du Conseil si le président de la République n'a pas nommé le membre. Et deuxième chose, les sanctions ou alors les décisions du Conseil national de la communication ne souffrent d'aucun problème de légitimité ou de légalité. Pourquoi? Je vous mets au défi de me montrer un seul texte qui a été signé par M. Peter Essoka comme président du Conseil national de la communication. Non, monsieur. Il signe vice-président du Conseil national de la communication en attendant que le président de la République pourvoie à ce poste. Donc, pour prendre les décisions, le décret du président de la République est clair. Les décisions du Conseil national de la communication sont prises à la majorité simple de ses membres. Et le quorum est atteint lorsque 2/3 des membres sont présents ou représentés. Donc, lorsque vous parlez de légitimité du Conseil, je suis désolé, vous parlez de droit. J'ai laissé que ce que vous avez fait là, vous avez fait de la rhétorique. Oui. Quand maintenant, si on rentre dans le droit, le vice-président, même s'il signe vice-président, ne signe vice-président que parce que le président n'est pas là.
quand le président était là, il n'avait jamais signé une décision. Les décisions sont prises par le président. Qu'il mette vice-président, tant qu'il n'y a pas un président. Ça veut dire que votre structure, à l'heure actuelle, que le président n'est pas là et que les 6 mois de vacances sont passés, personne ne peut plus signer un acte. Allez faire toutes vos décisions sont attaquables et frappées de nullité. Vous êtes dans le même cas et c'est le même test. Cet article est le même article qui régit les mairies. Vous dites que les membres sont dans le même cas que le vice-président Peter Soka. Attends, je vous réponds là-dessus. Dans les mairies, quand il faut remplacer, il y a 60 jours pour remplacer, mais quand on a su la vacance, 60 jours qu'on n'a pas remplacé, mais tous les actes que prend son premier adjoint sont de nullité. C'est un principe de droit élémentaire. Ce que vous voulez expliquer, vous faites la rhétorique. Parce que vous êtes couvert, et vous êtes couvert par le gouvernement qui. Et on a le sentiment que vous êtes à la solde du gouvernement. Très bien, c'est une question que vous posez. Attendez, pour que les auditeurs nous comprennent, les téléspectateurs nous comprennent, il faudrait qu'on prenne le temps de poser des questions et qu'on laisse à l'invité le soin d'y répondre. Sinon, on ne s'entend pas. C'est pas vous qui définissez les règles. Donc, mais c'est le minimum. Alors, monsieur, je dis ceci. Vous parliez de droit tout à l'heure. En droit administratif, il y a ce qu'on appelle la continuité du service public. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un président à la tête du Conseil national de la communication que l'institution ne fonctionne plus. Quelle est l'incidence de l'absence du président du Conseil national de la communication en ce moment? Aucun. Je vous dis, on a 9 membres. Et le quorum est atteint lorsque 2 tiers des membres sont présents ou représentés. Attendez, je vais finir sur ce point-là. Parce que Monsieur Tagné, monsieur, si vous pouvez me permettre. Tant qu'à dire, si cette question, vous voulez inventer le droit, tant qu'à penser que le président n'existe plus. Puisque vous estimez que le président qui est 7 membres, fonctionner comme ça. Un président qui n'existe plus, mais vous pensez que comme il n'y a pas d'incidence, on s'en fout, la vie continue. Oui. Qui représente le vice-président? Oui. Le cachet du vice-président. Il assure l'intérim. Non, est-ce que c'est le cachet? Il a 6 mois d'intérim. Quand 6 mois est dépassé, il n'assure plus rien. Mais c'est absolument faux. Voilà. Et l'autre chose, je voudrais qu'on se précise quelque chose. Il a dit tout à l'heure que tous ces actes sont susceptibles de nullité. Les actes du CNC sont frappés de nullité. Oui. D'abord, je suis désolé. Les décisions qui sont rendues par le Conseil national de la communication sont des actes administratifs qui sont par nature susceptibles de recours devant le juge administratif. Maintenant, si vous estimez que le Conseil national de la communication, n'ayant pas son président en ce moment, a rendu des décisions qui sont nulles parce que le président ne serait pas là, eh bien, vous avez qu'à attaquer. Quels sont les rapports que vous enseignez avec le ministère de la communication? On pense que vous êtes de temps en temps noyauté, ou alors... En réalité, je veux bien croire que votre indépendance que je connais, et celle de Boubio Kono, que je connais aussi bien, et à qui j'adresse mes respects, j'espère que vous êtes resté indépendant. Et est-ce que le fait qu'on dise que le Conseil, dans son intégralité, n'a été par le ministre de la Communication et que la cohabitation est difficile... Quelle est la nature de relation dans la cohabitation avec le ministère de la Communication, mais également les syndicats, voilà. D'abord, avec le ministère de la Communication, le Conseil national de la communication s'occupe de la communication sociale. C'est un organe de régulation, donc forcément, on peut avoir des rapports avec le ministère de la Communication. Mais ce ne sont pas... Est-ce que c'est des rapports conflictuels comme le temps... Pas vraiment, mais il y a certains sujets sur lesquels nous ne nous entendons pas. Par exemple, nous estimons que le ministère de la Communication ne peut pas attribuer l'aide à la presse sans consulter le Conseil national de la communication. Par exemple, nous observons en tant que membres du Conseil national chaque jour des radios qui émettent sur la bande FM sans que nous ayons jamais donné un avis conforme sur ces radios-là avant qu'elles ne commencent à émettre. Donc, il y a de temps en temps quelques petits problèmes avec le Conseil national de la communication. Sans que je finisse sur ce point. Sans que cela soit des rapports conflictuels. Mais c'est tout à fait normal. C'est vrai qu'on est en train de vous donner l'occasion de faire une petite propagande je pense que Conseil national de la communication. Moi, je vais revenir sur les questions de fond. Avec ta permission, sur les questions de fond. Je pense que, avec la permission de Nathanaël, je crois que, laisser sous les poser sa question. Je crois que, vraiment, on peut concéder que Jean Bruno fasse la promotion de sa chapelle. La question de fond n'est pas là. Mais je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas dit clairement
à Issa Chiroma Bakari, dans sa complaisance habituelle et ses frivolités, qui a traîné le messager et mutation au tribunal de CNC, qu'il a été débouté, qu'il a été désavoué. Pourquoi vous ne lui avez pas dit clairement comme ça? D'abord, je ne sais pas d'où vous tenez. Mais c'est sophistiqué de dire que là, non, mais attendez. Si vous permettez. Ouais, allez-y. Oui. D'abord, je ne sais pas d'où et de qui vous tenez vos informations, mais sachez que chaque fois que le Conseil national de la communication a été saisi d'une plainte de qui que ce soit, nous répondons à cette plainte-là. Que ce soit pour débouter cette personne ou alors pour juger sa plainte recevable. Plusieurs ministres de la République. C'est suspendu, alors que le temps, beaucoup de temps a passé et il n'y a toujours rien. Oui, mais je ne vais pas parler comme les hommes politiques pour dire le temps de la justice, ce n'est pas le temps. Mais je veux dire que non, le Conseil national de la communication prend son temps pour ne pas prendre des décisions qui soient tout le temps contestées. Attendez que je finisse avec cette question qui me semble très importante. Monsieur Issa Chiroma, ministre de la Communication, a attaqué le messager, mutation et émergence devant le Conseil national de la communication. Le Conseil national de la communication va se prononcer sur cette affaire. Et dans les prochains jours, j'en suis sûr, vous aurez la décision qui a été rendue par le Conseil. Ça fait 6 mois, effectivement. Mais il y a d'abord eu un préalable parce que je suis obligé de vous trahir les secrets de la maison. Là, oui. Il y a d'abord eu un préalable. Il fallait se prononcer sur la qualité du ministre de la Communication à saisir le Conseil national de la communication pour une affaire qui concernait le président de la République. Et donc, les membres devaient se prononcer d'abord sur la qualité de M. Chiroma, ministre de la Communication, soit dit en passant, a saisi le Conseil national de la communication pour une affaire qui concerne le chef de l'État. Et donc, ce n'est pas une affaire qui est simple. On doit consulter les spécialistes du droit, on doit consulter toutes sortes de personnes. Nos décisions, contrairement à ce que vous pouvez penser, monsieur, ne sont pas rendues à la légère. Nous travaillons quand même. Allez, Jean-Bruno Tagny, est-ce que vous croyez que vous avez votre place au Conseil national de la communication? Ce n'est pas vous qui décidait de qui a sa place au Conseil national de la communication et je n'ai pas à croire ou à croire quoi que ce soit. J'ai été nommé membre du Conseil national de la communication par le président de la République. Vous avez fait, j'ai vu que vous avez fait votre formation au centre, au CEFPJ de Paris et vous avez fait la France, vous avez vu que les organes de régulation, comment ils sont fonctionnés, comment ils sont composés. Oui. Est-ce que vous êtes, vous qui êtes journaliste, qui voulez défendre l'éthique de ce métier, est-ce que vous croyez que le Conseil national de la communication est bien composé comme l'exige la déontologie? Comme ça se passe ailleurs. Ce n'est pas la déontologie qui organise le Conseil national de la communication. La haute autorité, par exemple, de communication. Je suis désolé, attendez. Ce sont les syndicats qui sont représentés. La loi numéro 91 du président de la République qui crée le Conseil de la communication définit que les membres doivent représenter des organisations. Cette loi n'existe plus, monsieur. Oui. C'est un décret qui a réorganisé le Conseil national de la communication aujourd'hui. Vous parlez d'une époque qui date de Mathusalem. Le Conseil national de la communication aujourd'hui est régi par le décret du 23 janvier 2012. Et donc la loi à laquelle vous faites allusion n'existe plus. Très bien. Venons-en un peu à l'affaire. Une affaire qui fait grand bruit au Cameroun et même dans toute l'Afrique, tout le continent africain. C'est l'affaire Afrique Média. Que s'est-il passé? Racontez-nous. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous n'avez pas l'impression que vous êtes mis un doigt dans l'œil en suspendant une télévision que les uns les autres aimaient à regarder? Ce n'est pas parce que les gens aiment regarder une télévision que cette télévision ne peut pas tomber sous le coup d'un problème de déontologie. C'est quoi le problème Afrique Alors, Média? le problème Afrique Média, merci de me poser cette question parce que cela permet de restituer les faits. Le Conseil national de la communication a sanctionné Afrique Média pour atteinte à la déontologie journalistique. Et c'est très vague, je suis d'accord avec vous. Concrètement, il s'est trouvé que dans de nombreuses émissions d'Afrique Média, il y avait un certain nombre d'affirmations qui étaient très très violentes, non seulement contre les individus, mais également contre des pays, je ne dirais pas amis du Cameroun, mais des pays qui sont partenaires du Cameroun. Pas seulement la France. Je n'ai pas peur de citer la France. Oui, la France. Oui, la France, les États-Unis et d'autres pays également. Et je vais vous prendre quelques extraits de propos qui ont été tenus
plusieurs fois sur les antennes de Afrique Média et pour lesquels le Conseil national de la communication s'est senti dans l'obligation de frapper et on est tous désolés. Alors, quand des gens dans un débat disent « Monsieur Hollande et les autres servent de couverture à des organisations ésotériques qui ont des projets criminels pour l'Afrique », ça, c'est un premier extrait. Je vous lis un deuxième extrait qui a été dit sur les antennes de Afrique Média. Je vous cite. « C'est Paris qui sous-traite avec les États-Unis afin d'équiper Boko Haram en armement. » Ce sont des accusations qui me semblent graves et qu'on ne peut pas tenir en l'air, il faut en apporter la preuve. Autre extrait. Ce qui s'est passé à l'hôtel Ivoire, l'hôtel Ivoire c'est en Côte d'Ivoire, donc ce qui s'est passé à l'hôtel Ivoire n'est qu'un euphémisme par rapport à ce qui se passera au Cameroun. Ça, ce sont des déclarations qui sont graves, qui peuvent même porter atteinte à l'ordre public. Et dernier extrait pour ne pas vous saouler avec tous ces extraits, le calme que les Français sont en train de voir n'est que ce qui précède une violente tempête. Cette tempête ne sera pas contre nos gouvernements, mais plutôt contre l'ambassade de France à Yaoundé et le consulat de France. Toutes les dispositions sont déjà prises au niveau de la jeunesse. Ça, c'est un appel au meurtre à peine voilé. Et je vais finir sur ce point, monsieur, si vous me permettez, en disant que le rôle du Conseil national de la communication n'a jamais été, du moins ce n'est pas comme ça que moi je conçois notre fonction, ni mes autres collègues, le rôle du Conseil national de la communication, disais-je, n'est pas d'aseptiser le contenu des médias. Je suis désolé, nous voulons que les médias, enfin nous souhaitons que les médias soient critiques, mais il y a un niveau de décence qu'il faut respecter. Vous, je vous connais, est-ce que vous êtes capable de tenir ce type de propos? Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Est-ce que vous êtes Monsieur capable Tani, de tenir ce avec la genre de permission propos? de Ghislain Fay, allez-y, sur les va passer à autre chose. Au nom de quoi le monde qui dit que le chef d'État, son époux, tel, avance n'importe quoi, n'est pas sanctionné et n'est même pas, ne fait pas l'objet d'un certain nombre de choses au Conseil. Au nom de quoi RFI qui nous rabâche le caquet tout le temps avec des choses extrêmement presque inédites. Au nom de quoi eux, ces médias, qui sont quand même nourris par la mamelle française, ne sont pas sanctionnés, mais c'est plutôt Afrique Média. La deuxième chose, j'imagine que le décret présidentiel, le président est là au nom du peuple camerounais. Vous devrez être là aussi un appendice du peuple camerounais. Est-ce que le fait que les Camerounais aiment cette chaîne média ne pouvait pas vous interroger, non pas à frapper par une sanction excessive comme celle-là, mais à prendre une autre sanction? Très bien. D'abord, quand vous parlez de sanctions excessives, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que... Monsieur Bruno Tani, ne nous soulez pas la gueule. Vous savez ce que c'est une entreprise de presse? Attendez, quand vous sanctionnez une entreprise de télévision, 2 mois, ça veut dire en fait que vous la mettez en banqueroute. Comment vous pouvez dire que ce n'est pas une sanction sévère? Je continue. Quand vous parlez de sanctions sévères contre Afrique Média, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Et je m'explique. Le décret du 23 janvier 2012 permet au Conseil national de la communication d'infliger des sanctions temporaires qui peuvent aller jusqu'à 6 mois. Et le Conseil peut aller plus loin en infligeant une sanction. Vous ne répondez pas à ma question. Attendez, je vais y arriver. Laissez le décret. Je voudrais savoir au moment où vous siégez. Monsieur, je ne peux pas laisser le décret. Pour frapper Afrique Média d'une sanction comme celle-là que je juge excessive, j'en ai le droit. Oui. Vous pensez à quoi? Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de mettre en banqueroute toute une entreprise? Je dis ceci, le Conseil peut frapper des gens, des entreprises jusqu'à 6 mois sur le plan temporaire ou alors la suspension définitive. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est une sanction qui est dure. Mais, dura lex, c'est de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Le seul problème aujourd'hui, c'est que les uns et les autres doivent avoir le courage de se regarder dans la glace et de ne pas rester dans le déni. Attendez, ma dernière question. Vous allez répondre en intégrant cette dernière question. Oui, au nom de quoi? Peut-être avant de le relancer, il va falloir que la chef de répondre. Oui, il va achever. Parce que je voudrais quand même l'interpeller sur un fait. Oui. Monsieur Thieroma Bakary nous pompe tout le temps. Ah, vous ne devez pas beaucoup l'aimer, hein, monsieur Thieroma. C'est votre problème, mais en fait, ça c'est des commentaires. Oui. Il nous pompe avec des formats de communication gouvernementale qui n'existent nulle part. Où il prend 3 heures, 4 heures. Où il maquille en beauté le président de la République. Vous n'en faites rien. Le Conseil national de la communication Pourquoi vous n'en faites rien? n'est pas
n'est pas compétent pour juger de la qualité de la communication gouvernementale. Mais vous jugez de la qualité... En tant que journaliste, j'ai mon point de vue sur la qualité de la communication gouvernementale. On peut en parler si vous voulez, mais le moment n'est pas indiqué ou alors ce n'est pas l'objet de l'émission. Mais maintenant, nous ne pouvons pas... Vous frappez sur le plus faible, c'est ça? Qui est-ce qu'on va frapper? Monsieur Chiroma parle au nom du gouvernement pour lequel il travaille. Le Conseil national de la communication n'est pas compétent pour émettre un avis sur la qualité de la communication du gouvernement. Non, ils ont leurs consultants, ils ont des experts en communication dans ce gouvernement-là, ils peuvent en parler. Et donc, si ça continue, ça signifie que le gouvernement est d'accord avec sa manière de faire. J'ai mon opinion sur cette affaire, mais ça ne relève pas du Conseil national de la communication. Vous préférez être bien vu par le gouvernement puisque vous touchez les prébendes que alors, vous êtes le gouvernement, c'est la deuxième fois que vous parlez. Vous liquidez l'opinion populaire et vous liquidez même. Écoutez, monsieur, c'est pour cette préoccupation sur les nouvelles. Allez-y, avant la pause tout à l'heure. Oui, voilà. Très rapidement. C'est la deuxième fois que vous parlez enfin, vous suggérez que le Conseil national de la communication serait à la solde du gouvernement. Je voudrais vous dire non. Même le président de la République qui nous a nommés au Conseil national de la communication ne nous contrôle plus. Parce que quand nous prenons nos décisions, le président de la République, le Premier ministre et tous les autres... Mais si elles vont dans le sens... Si elles vont dans le sens qu'attend le gouvernement Biya. Il n'y a pas comme vous attendez. Attendez. Allez, sur les... Mais sauf que toutes vos décisions actuellement sont prises au désavantage de l'opinion populaire et elles sont attaquables. Allez, on vous a bien compris sur ce point. Allez-y pour les 30 secondes. Le président de la République et tout le monde, même le président qui nous a nommés, disais-je, découvre les décisions du Conseil national de la communication en même temps que tous les autres Camerounais. Nous sommes totalement indépendants et nous l'avons démontré à plusieurs reprises. Je peux vous dire que la sanction de Afrique Média a ébranlé, y compris un certain nombre de personnalités dans le gouvernement qui sont très proches de cette chaîne-là. Très bien. Merci pour la révélation. On a bien noté qu'il y a certaines personnalités de la République qui sont très proches d'Afrique Média, mais quand même à titre... C'est vous qui le dites. Sauf si vous voulez dire le contraire de ce que vous avez affirmé tout à l'heure. Mais non, j'assume tout à fait ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnalités, absolument, quelques-unes, qui sont inféodées à cette chaîne-là. Vous pouvez les citer. Non, ce n'est pas important. Monsieur Tagné, on vous connaît de quelqu'un de très tranchant, de très jusqu'au-boutiste. Quand vous écrivez, quand vous parlez... Je ne suis pas jusqu'au-boutiste, je suis quelqu'un de franc et de direct. Dans votre franchise, est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms de ces membres du gouvernement qui sont proches d'Afrique Média? Ce n'est pas important de citer les individus ici. Le problème, c'est de parler de généralité, de vous dire que c'est une chaîne qui jouit d'un certain nombre de soutiens. C'est une très grande chaîne que je connais par ailleurs. Je connais. Comment jugez-vous le fait que, d'ailleurs c'est une parenthèse, hier c'était Africa numéro 1 qui n'a pas pu s'installer au Cameroun, aujourd'hui c'est Afrique Média, mais cette même télévision, ça va s'implanter dans d'autres pays qui sont voisins au Cameroun. On peut se dire que sur le plan de la parole publique, ces pays sont un peu plus libéraux que le Cameroun. Est-ce que vous ne sentez pas que vous avez joué entre guillemets, un sale rôle dans la suspension d'Afrique Média? Nous avons joué le rôle qui est le nôtre, qui consiste à faire respecter la loi et la déontologie journalistique. Et je voudrais dire une chose, s'il y a une seule chose qu'on devrait retenir de ces échanges qui concernent la presse, Afrique Média et tous les autres, il faudrait que nous, journalistes, sachions une chose. Respectons la loi et elle nous protégera. Très bien. On va revenir à vous tout à l'heure. Il y a des gens qui il reviendra, mais je voudrais quand même qu'ils retiennent, avant de passer à autre chose, que de plus en plus, on pense que le CNC n'est pas un flambeau, n'est pas un bon régulateur, mais un incendie qui marche sur des cadavres. Très rapidement, pour vous répondre sur ce point-là. Je suis d'accord qu'il y a un certain nombre de lacunes au niveau du Conseil national de la communication. C'est clair. C'est une institution qui est en train de se construire. Le décret qui a réorganisé le Conseil national de la communication date de combien? Date de 2012. Ça veut dire que c'est une institution qui est jeune, qui est en train de se construire. Nous sommes les pionniers de cette affaire. Nous sommes en train de porter cette institution. Vous voulez qu'on vous pardonne vos erreurs de jeunesse? Nous sommes en train de porter cette institution. Vous voulez qu'on vous pardonne vos erreurs de jeunesse? Des fonds baptismaux. Et une institution qui est jeune connaît toujours un certain nombre de problèmes. Je me souviens à l'époque de Monseigneur Beffé, nous avons pris des décisions que nous avons regrettées par la suite. C'est-à-dire qu'au départ, lorsqu'il y avait des infractions, pardonnez cette expression, des infractions qui étaient très graves,
Certains membres estimaient qu'on pouvait sanctionner sans avoir besoin d'entendre les mises en cause, ce qui était une absurdité sur le plan du droit parce que le principe du contradictoire est un principe sacré. Et ça, c'est des choses qui évoluent. Nous sommes dotés d'un code de procédure au niveau du CNC. Donc, c'est une institution qui est en train de grandir et je suis sûr que dans 10 ans, lorsqu'on parlera de ce conseil, parce que le conseil va exister, le conseil, on a besoin qu'il existe dans ce pays parce que la liberté de la presse est un principe. Mais après, il y a quand même un certain nombre de limites. Et dans une démocratie moderne, on a besoin d'une presse libre, mais surtout responsable. Très bien. La presse responsable, une journaliste qui est responsable va nous retrouver dans un instant ici. C'est Karel Meziatia pour mes préférences. Question un peu de rentrer dans les jardins secrets de Jean-Bruno Tagné. C'est juste après cette transition. Karel Mezatia, bonsoir. Bonsoir. Madame, je vous laisse face à Jean-Bruno Tagné. Jean-Bruno Tagné, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir d'être face à vous ce soir pour quelques minutes d'échange en ce qui concerne votre jardin secret. D'entrée de jeu, nous voulons savoir d'où vient le nom de Tagné. Est-ce que vous avez des jumeaux quelque part alors... Non. Tagné, c'est mon nom. Mon père, il s'appelle Tagné, donc... j'ai porté un peu le nom de mon père, tout simplement. Chez nous, les pères des jumeaux, parce que moi je suis originaire de Bayangam, donc chez nous, les pères de jumeaux ne s'appellent pas Tagne, ils s'appellent autre chose. Donc c'est dans d'autres ethnies chez les Bamileke, dans d'autres localités chez les Bamileke, que les pères des jumeaux s'appellent Tagne, mais pas chez moi. Ils s'appellent comment chez vous? Tekru. Ah d'accord. Et vous êtes donc journaliste et grand reporter au journal Le Jour. Oui. Dans votre ordinateur portable, on a vu un logo de TF1 et non du journal Le Jour. Pourquoi? Est-ce parce que vous aspirez à travailler de ce côté-là? Non. Non. En fait, le logo qui est sur mon ordinateur de TF1, c'est parce que j'ai travaillé, ou alors je travaille de temps en temps avec TF1. Et l'un des derniers sujets que j'avais fait pour TF1 en collaboration avec un journaliste qui s'appelle Florent Baudin, c'était le portrait de Nicolas Nkoulou. Donc ils sont venus ici, on a travaillé ensemble pour faire le portrait de Nicolas Nkoulou dans le cadre de l'émission de TF1 qui s'appelle Téléfoot. Et quand je suis allé en vacances en France, ils m'ont invité à TF1 pour que je vienne visiter leurs locaux et faire connaissance avec toute l'équipe. Et pendant que j'y étais, ils m'ont fait un certain nombre de cadeaux, donc des logos autocollants de TF1 que j'ai collés sur mon ordinateur tout simplement. D'accord. Autre chose qui nous a marqué dans votre bureau, au journal Le Jour, pas de photo de votre épouse ni de votre petit bout de chou. Pourquoi? Bon, enfin, je sais pas, les photos de mon épouse, j'en ai plein dans mon téléphone, mon fils également, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi exposer son épouse. Mais pour ce qui est de mon fils, ouais, je vais corriger cette erreur-là. Ouais. Et puisqu'on parle de votre fils, qu'est-ce que vous avez ressenti la toute première fois que vous l'avez tenu entre les mains? C'est quelque chose de fantastique de donner naissance à un enfant. Il a aujourd'hui 1 an et 4 mois. Voilà, donc j'étais très ému, content d'avoir ce garçon. Ouais. Et votre épouse, comment est-ce qu'elle s'appelle? Rose Pascaline. Comment est-ce que vous l'avez rencontrée et qu'est-ce qui vous a marqué chez elle au point de faire d'elle votre épouse, justement? Elle m'a plu tout de suite, d'abord parce que je trouve qu'elle est très jolie. Et deuxième chose, c'est une personne qui a de très très grandes qualités. Elle est l'une des choses que j'apprécie le plus chez elle, et c'est ce que je recherchais, c'est une femme qui a quand même la crainte de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Une fois que j'ai découvert qu'elle avait ces qualités-là, j'ai sauté. Et pour la petite histoire, je l'ai rencontrée en septembre 2012 et en juin 2013, on se mariait. Donc, elle était pour moi. Et que pensez-vous de l'amitié? L'amitié, c'est quelque chose de bien, c'est sacré, à condition de tomber sur des bons amis. Et la trahison? La trahison, c'est quelque chose de terrible. Lorsqu'on a été trahi, surtout lorsqu'on a été trahi par un ami, c'est quelque chose de très, très blessant. Voilà. Je vous pose justement ces questions parce que il y a là quelques temps, et c'est encore le cas certainement actuellement, on écoute un enregistrement de vous. Oui. Vous évoquez un certain nombre de choses qui aura été d'ailleurs publié par un confrère et ami proche de vous. Comment est-ce que vous avez vécu cela? Bon, j'avoue que j'ai été surpris que quelqu'un que je prenais pour un ami
quelqu'un avec qui j'ai partagé la même chambre en Angola, c'était en 2010, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, que cette personne-là utilise des méthodes dignes des pires moments de la Gestapo envers son propre ami. Je ne sais pas dans quel intérêt, parce que cette personne et moi, nous n'avons aucun différent à ma connaissance. Nous ne nous battons pour rien du tout à ma connaissance. Lui, il semble qu'il travaille pour une chaîne de télévision. Et moi, je suis à la radio, je n'aspire pas à prendre sa place. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je continue de me poser des questions pour savoir qu'est-ce qui a pu motiver un acte aussi immonde. Mais bon, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Il a sa conscience et j'ai la mienne. Ok. Une dernière question peut-être pour sortir. Ghislain, dans les réseaux sociaux, vous voyez également apparaître dans une photo, vous êtes au champ. Est-ce qu'il vous arrive d'effectuer des travaux champêtres? Oui, moi j'ai grandi à Bangante. Mes parents, ils ont jusqu'à présent un champ. Donc moi, j'allais au champ tous les samedis. Et donc aujourd'hui, j'aspire également un jour, si possible, à avoir une plantation. La richesse est dans la terre. C'est ce que mon père me dit très régulièrement. Et donc le jour où j'aurai la possibilité d'avoir une plantation, ce sera avec plaisir. Ok, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage dans ce sens-là. Merci. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Jean-Pierre, j'en ai terminé. À dimanche, Karel Mezatia, merci infiniment d'être venu visiter un peu le... Mais peut-être dans le prolongement de ces questions, vous avez dit, vous avez un fils qui a pratiquement 2 ans. Non, c'est à peine 1 an et demi. C'est trop tôt, vous êtes arrivé trop tôt ou tard dans le marché? C'est le seul d'ailleurs? Oui, pour l'instant. D'accord. Je suis en chantier pour les prochains. Jean-Bruno Tagneux, avec la permission de Ghislain Pierre, lors de cet entretien, mes préférences, j'ai noté que vous avez la crainte de Dieu. J'ai noté que vous avez l'amitié sacrée. Et j'ai aussi noté que la traîtrise, tout comme la trahison, sont en réalité perverses. Mais pourtant, ce qui vous est reproché par votre ami, c'est que vous avez mélangé ensemble avec un autre ami que vous avez trahi. Célestin Obama avait été très proche. Et vous, Ernest Obama, vous avez été des très proches, et même des confidents d'Eto. Pourtant, vous avez trahi Eto. Attention, j'ai jamais, mais alors jamais, été un confident de Eto. Dans quel cadre? Est-ce possible? Comment? Donc, il vous a seulement utilisé pour, n'est-ce pas, s'aborder la normalisation. C'est ça? Parce qu'au départ, vous êtes contre la normalisation, mais quand vous revenez du Brésil, il y a un déclic et vous recevez des pots de vin de la FECAFOOT où vous encensez la normalisation. Bon. Il faudrait qu'on sache de quoi. Dans les réponses. Quand j'ai accepté de venir à cette émission, beaucoup de gens m'ont découragé de venir. Moi, je leur ai dit, je n'ai rien à cacher, donc je viens à cette émission. Quand vous faites ce genre de déclaration, il serait intéressant, monsieur, de les appuyer avec un certain nombre de faits. Parce que c'est très facile. C'est à vous de nous dire. C'est très facile. Vous êtes un ami à Ernest Obama. Vous avez été très proche de tout. Et maintenant, il vous saborde pour rien comme ça. Je n'ai jamais été un ami de Samuel Eto'o-Fils. Et je suis sûr qu'il regarde cette émission. Même s'il ne regarde pas, il y a SSB qui vont lui envoyer une copie. Et il va être très amusé. Attendez, il va être... Par rapport à quoi? Allez, Souley, permettez qu'il aille jusqu'au bout de sa réponse. Il va être très abusé en vous écoutant dire ce genre de choses. Et quand vous parlez de pot de vin, heureusement que je suis en face de vous, parce que si j'avais écouté pareille déclaration aussi gratuite, je vous aurais traîné devant un juge pour que vous essayiez de me dire... Vous n'avez pas traîné Ernest Obama. Les pots de vin. Si jamais c'était une amitié trahie, pourquoi vous ne le traînez pas devant le tribunal si ce qu'il a dit relève... Merci pour la relance. Nathalie n'a pas parlé depuis un moment. Il va devoir également lui poser ces questions tout à l'heure. Allez-y jusqu'au bout. Il faudrait qu'il réponde aux questions. Alors, cette histoire avec Ernest Obama, une amitié ne peut pas être démantelée comme ça. C'est vous qui parlez d'amitié. Je n'ai jamais été ami avec... Pourquoi vous n'avez pas trahi? Vous avez dit que vous étiez l'ami d'Ernest Obama. Et aujourd'hui, vous dites que c'est pas vrai. Très bien, merci infiniment à vous, Souley Onoyolo. Pourquoi, je relève à la question de Souley, effectivement, pourquoi est-ce que, après une si haute trahison, vous avez estimé que ça avait été le cas, pourquoi est-ce que vous n'avez pas traduit M. Obama devant tantôt le CNC, tantôt les juges?
Non, je ne suis pas sûr que la personne dont vous parlez, c'est en la traînant devant une juridiction que ça apporte fondamentalement quelque chose, parce qu'il n'y a pas proprement d'accusation dans ce qu'il a dit. Il n'a rien dit. Tout ce que cette personne a trahi une confiance. Oui, mais trahir une confiance, je ne suis pas sûr que ce soit une grosse infraction. Alors, que pensez-vous de ce qui est dit dans cette trahison? Attendez que je finisse. Il se trouve simplement que cette personne a enregistré une conversation privée et l'a balancée sur la place publique, c'est tout. Il n'a pas fait de déclaration comme lui, m'accusant d'avoir été... Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Mais je vous dis une chose. Eto'o, il faudrait que ce soit entendu comme ça, n'a jamais été mon ami. Et ce que je dis de Eto'o, il n'a jamais été mon ennemi non plus, parce que je suis journaliste. Et ce que je dis de Eto'o, c'est en tant que journaliste, ce sont des faits. Et quand il s'agit de Samuel Eto'o, je suis très à l'aise quand je parle de lui parce que je ne lui dois rien du tout. En 2010, je publiais déjà cet ouvrage, Programmé pour échouer. Et je disais des choses qui sont restées constantes jusqu'à aujourd'hui, 5 ans plus tard. Et j'ai publié un deuxième ouvrage qui s'appelle La tragédie des lions indomptables. Et je vous conseille de lire le chapitre qui est consacré à Samuel Eto'o. Nathanaël? Dans ce chapitre, quand même, j'ai vu dans la page 182 que vous vous affirmez que et vous citez des personnes dont vous ne donnez pas les noms, qu'il a financé des mouvements pour déstabiliser le comité de normalisation. Pourquoi vous n'avez pas donné les noms de vos sources sur la question? Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque vous recevez un certain nombre d'informations, il faut toujours protéger vos sources. C'est comme ça qu'on devient crédible. Parce que si vous balancez vos sources dès le premier interrogatoire, dites adieu au journalisme. Et moi, j'aspire à rester encore longtemps dans ce métier. Je ne peux pas griller mes sources qui, jusqu'à aujourd'hui, me font confiance parce que ces sources-là savent que non, Jean Bruno, c'est quelqu'un de correct. Il ne va pas balancer sa source d'information. Jean Bruno, mais quand on lit ce paragraphe, on a l'impression que vous valorisez plus les commentaires de quartier, de journalistes, de bar que des informations. Vous citez, quand vous le voulez, Mabouang. Là, vous ne le sacrifiez pas. Vous citez Théophile Awana. Là, vous ne les sacrifiez pas, mais d'autres, vous prétendez les protéger. C'est ça? Deux choses. Lorsqu'on discute avec une source, il y a deux attitudes. Il y a des sources qui acceptent d'être citées et il y en a qui ne veulent pas être citées. Donc, il faut respecter ça. C'est élémentaire lorsqu'on est journaliste. Et l'autre chose, je suis quand même amusé parce que vous voulez réduire un ouvrage de 317 pages à un paragraphe que vous avez feuilleté tout à l'heure parce que j'ai apporté le livre. Je vous invite à lire le livre et vous serez mieux inspiré pour faire une critique sur le contenu. Jean Bruno Tagné, vraiment, ne montez pas la pédale très haut parce que là, vos amis d'hier, oui, vous les connaissez. Quels amis? Les Guy Sigué, les Ernest Obama, avec qui vous avez été régulièrement dans des campagnes sportives. Je pense que vous avez des relations trop ambiguës avec l'argent. Vous aimez le clinquant et vous n'assumez pas. Alors, je vous ai dit une chose qui est simple. Tout le monde peut dire tout sur tout le monde. Mais encore faudrait-il apporter la preuve. Jean Bruno, on se regarde droit dans les yeux. Oui, je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis une chose. Sachez que même si je ne le dis pas aux antennes, il y a des choses. Attendez, je suis quand même gêné de me retrouver dans une émission où vous êtes tout le temps en train de dire on dit cela. Mais que ne dit-on pas? Que ne dit-on pas? Monsieur, je serais très à l'aise de répondre sur des faits. Maintenant, ce que les gens racontent, mais que ne dit-on pas? Même à votre sujet, j'entends plein de choses, mais je ne les prends pas pour argent comptant. Sauf que ce n'est pas moi l'invité aujourd'hui de la reine. Donc, dans ce cas, il a été prévu un chapitre sur la polémique autour du personnage. Oui. Et pendant que nous développons cette articulation sur la polémique autour d'abord, quand on parle de... S'il vous plaît, vous permettez aussi. Oui, allez-y. Allez-y pour la question, pour qui répondre. Hein. Si j'adhère à ce qui a été fait comme articulation, décliné comme articulation, il y a la polémique. Et entre autres polémiques, quels sont les problèmes que vous avez avec votre enseignant et jeune Bob Batin? Et il se murmure qu'à un moment donné, il a constitué une entrave par rapport à votre diplôme de sortie. Est-ce que ça s'est réglé?
Non, non, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat. Je n'ai pas eu un problème particulier avec un enseignant. Passons. Enfin, j'étais en train de répondre à votre question. Si vous dites de passer, je n'ai pas eu de problème particulier avec un enseignant de l'ESTIG avec qui je garde de très très bons rapports. Même le professeur Beaubatin dont vous parlez, on se rencontre très régulièrement. Non, je n'ai eu aucun problème personnel avec un enseignant. Il se trouve simplement que j'ai passé 3 années à l'ESTIG, mais après, je n'ai pas soutenu pour prendre mon diplôme. C'est un choix. Je suis allé en France pour suivre au CFPJ et ça me suffit. Parlons avec ta permission. Je vais juste achever. Je vais juste achever. Non, c'est un point important. Je te laisse. C'est un point important. Je peux pas parler. C'est un point. Je parle, si tu veux, je sors. Je vous en prie, non. Vous n'allez pas sortir. Non, je vous ai votre question pour permettre également à Nathaël de poser ses questions. Je voudrais juste relancer Jean-Bruno Tagne par rapport à son amour pour le clinquant. Il se trouve que, en mutation, vous avez un problème de mémoire. Aman ne vous donne pas de l'argent, mais c'est ABB qui vous donne 50 000 pour régler ces problèmes. Vous vous rependez en des déclarations, mais curieusement, lorsqu'arrive la crise en mutation, vous animez, n'est-ce pas, la fronde contre, n'est-ce pas, mutation, parce que vous pensez que c'est un problème à moi et qu'il faut soutenir, n'est-ce pas? Et vous serez trahi en cela par quelqu'un dont j'étais le nom, notre collègue. Si, c'est déprimant de devoir... mais attendez... C'est pas vrai. Moi, non, si c'est pas vrai, vous dites que c'est pas vrai. Non, mais je ne sais même pas de quoi vous parlez. D'accord. Il y a eu une crise à mutation. Monsieur Aman Mana a décidé de partir créer un journal. J'ai fait le choix de partir avec lui. Et pour parler de Monsieur Batongue, avant de partir, je lui ai écrit pour lui dire que je partais. Et je ne suis pas sûr que beaucoup d'autres l'ont fait. Donc, je suis quelqu'un qui est tout à fait direct. Et parlant de clinquant, je ne sais pas ce que vous appelez clinquant parce que c'est la 2e fois que vous en parlez. Mais je suis un peu... vous savez, c'est un peu déprimant de devoir... répondre à des choses qui ne recouvrent rien du tout. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment des fantasmes. Très bien. La décision sonore qui circule, c'est de vous? Oui. Et j'ai appris qu'au Conseil national de la communication, on a fait la solidarité de vous dédouaner parce que le Conseil national de la communication a le devoir de se saisir des choses, des délits, si on peut appeler ça, ou des infractions. On n'attend pas tous les plaintes. Et pour appuyer votre question à l'adresse de Jean-Bruno Tagne, je voudrais vous lire la disposition, l'article 9 du texte qui porte création, je crois, qui vous nomme à ces fonctions-là. Ce sont les dispositions générales qui portent création, organisation du Conseil national de la communication. L'article 9 dit ceci: en cas de faute lourde dûment constaté par le Conseil, il a mis fin au mandat du membre concerné par décret du président de la République à la diligence du président du Conseil. Est-ce que, en ayant constaté qu'il y a eu effectivement, manifestement, cette communication qui a été rendue publique, qui a donc été mise sur la place publique par un de vos amis, qui relève quand même de l'inédit en termes déontologiques, est-ce que le président du Conseil national de la communication n'aurait pas pu, en ce moment-là, prendre un texte? Alors, c'est quoi la faute? Les choses qui sont révélées dans l'entretien, tel que le dit Nathaël. Qu'est-ce qui est révélé dans l'entretien? C'est-à-dire, de quoi pouvez-vous m'accuser après avoir écouté cet entretien? L'entretien qui a été rendu public fait état de ce que vous avez tenu des propos quelque peu... Non, pourquoi? Bon, alors je vais vous aider. Non, il faut qualifier, c'est-à-dire que vous avez accepté, vous avez reconnu dans cet entretien, si on résume, que vous êtes un journaliste répou. Vous avez dit que vous êtes prêt à prendre de l'argent. Attendez, là c'est une insulte et je vous pardonne pour ça, parce qu'on est dans un débat, j'accepte. Je vais vous répondre. Lorsque je suis allé à la Coupe, parce que c'est de ça qu'il s'agit, moi, je n'ai rien à cacher. Lorsque nous sommes allés à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, nous avons été pris en charge. Quand je dis nous, c'est tous les journalistes qui sont partis. Nous avons été pris en charge par la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Et en 2011, le monsieur en parlait tout à l'heure, nous avons été aux Jeux africains, voilà. Nous avons été aux Jeux africains à Maputo, pris en charge totalement par le gouvernement camerounais. Il est témoin. Donc, j'imagine que vous voulez parler de corruption. S'il y avait corruption, ça veut dire que lui aussi, il est corrompu. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si vous ne me laissez pas parler, ça va être compliqué. Deuxième chose, nous avons été pris en charge. Il s'agit
d'une espèce d'aide à la presse privée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun journal privé au Cameroun qui aurait les moyens de prendre en charge un journaliste pour aller couvrir une Coupe du Monde au Brésil. Et c'est une pratique qui existe depuis longtemps. Et donc, mon journal, parce que quand je vais à la Coupe du Monde, ce n'est pas à titre personnel. Je représente une institution qui s'appelle Le Jour. Et la responsabilité du Jour, c'est de trouver les moyens qui permettraient à son journaliste d'aller couvrir une compétition de manière totalement indépendante. Mais il se trouve que Le Jour, comme tous les autres journaux camerounais, a des problèmes de trésorerie et est obligé de tendre la main au ministère des Sports, à la Fédération camerounaise de football. Et je dois vous préciser que cet appui qui a été donné à tous les médias n'est assorti à aucune condition. Parce que s'il y avait une condition, effectivement, on aurait pu parler de corruption. Mais ce n'est assorti à aucune condition, donc c'est un appui dont tous les journalistes, y compris de la presse publique, ont toujours bénéficié. L'ambiguïté, non, on va pas vous laisser. L'ambiguïté dans cette histoire, Monsieur, je vous recadre. Je veux finir. L'ambiguïté dans cette histoire, c'est que vous êtes chef du desk politique. Pendant qu'on attend que le chef service sport qui aille, c'est vous qui utilisez votre argent. En 2011, quand nous sommes allés aux Jeux africains, vous étiez au service des sports? Celui qui est parti n'avait pas de passeport. Voilà, très bien. C'est pas la même chose. Donc, je dis ceci. Non, c'est pas la même chose. Le Jour est libre de choisir de n'importe lequel de ces journalistes pour aller couvrir une compétition. Il se trouve que j'ai passé 4 années au service des sports, monsieur. Oui. Et donc, j'ai gardé un certain nombre de bons contacts dans le milieu du football. Et donc, le journal a estimé que j'étais la personne la plus à même d'aller couvrir cette compétition. Je vais finir sur ce point-là parce que c'est très important. Je vais vous montrer un document qui me semble très important. Lorsque nous sommes allés à cette Coupe du Monde, les journalistes avaient été pris en charge par la FECAFOOT et le ministère. Voici une correspondance du président du comité de normalisation. Attendez, du président du comité de normalisation adressée au président de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Tiens, en voilà un membre. Et l'objet c'est votre demande de prise en charge des journalistes pour la Coupe du Monde féminine FIFA Canada 2015. Et en substance, je ne vais pas lire toute la correspondance pour ne pas vous fatiguer, je vous la donne tout à l'heure. En substance, le président du comité de normalisation dit ceci. Il dit, nous sommes dans le regret de vous dire que pour des problèmes de trésorerie, nous ne pouvons pas prendre les journalistes en charge comme vous l'avez démontré. On parle du Brésil ou au Canada. C'est pour démontrer ceci. Et il dit ceci, attendez. En effet, les contraintes de trésorerie dû notamment aux dépenses liées à la reprise du processus électoral, ne nous permet pas de prendre en charge des journalistes comme par le passé. Comme par le passé. Donc ça n'a rien à voir avec Jean-Bruno Tagne. C'est un problème. Jean-Bruno, vous savez... attendez, je vais finir sur ce point-là. Attendez. Attendez. Je ne veux pas vous accuser. Sur le plan de l'aide que la fédération ou le ministère apporte aux journalistes qui sont envoyés spéciaux aux compétitions, je n'ai pas de problème. Voilà. Sur ce plan-là. Okay. Ce qui me cœur dans ce propos, c'est que vous dites qu'il ne faut pas en parler. Oui, je m'explique. Or, de l'argent, de l'aide qu'on donne aux journalistes, il n'y a pas à en parler, sauf si vous voulez cacher à votre journal que vous avez reçu de l'argent. Mais non, je peux pas. De deux, dans le même enregistrement, j'entends. Attendez, je peux oublier. Quand vous parlez de Samuel Eto'o, vous dites que vous êtes prêt à le dépouiller de l'argent, à prendre son argent. Vous êtes prêt, s'il y avait l'occasion de lui prendre de l'argent, de le soulager de l'argent. Ce n'est pas la même chose que j'ai compris. Oui, vous avez manifestement mal compris. D'abord, sur la question de la prise en charge. D'abord, c'est quand même un problème de prise en charge. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre journal, mais vous imaginez un seul instant qu'un reporter d'un journal aille dans une compétition sans que sa rédaction en soit informée. Non mais attendez, de quoi parler? Moi, je n'ai pas ce problème-là. Ça veut donc dire que quand je vais à la Coupe du Monde, je vais pour le compte du journal Le Jour, qui a obtenu un soutien de la part de la Fédération camerounaise de football. Souvent sans soutien. Et du ministère. Souvent sans soutien. C'est là-bas que le ministère devient généreux et décide d'accorder ce qu'ils ont soutenu. Le problème, et pourquoi vous estimez qu'on ne doit pas en parler? On ne doit pas en parler, pourquoi? Parce que j'estime que il n'est pas de la responsabilité ni du gouvernement, ni des fédérations de prendre en charge les journalistes. Très bien. Et vous réitérez que vous êtes prêt à prendre l'argent de Samuel Eto'o. Attendez, il est donc de la responsabilité des médias de s'occuper de leurs journalistes pour garantir leur indépendance. Sur ce plan-là, mais Dieu merci, de nous tous qui avons été dans toutes ces compétitions-là,
Qui d'autre a manifesté son indépendance en publiant, au-delà des petits articles qu'on fait au quotidien, des ouvrages? Très bien. C'est moi. Monsieur. Allez, je vous en prie, le temps nous tenant à la gorge. Dans la situation absurde où des voleurs crient aux voleurs. Très bien. Mais vous êtes, Je vous en prie, Nathanaël. D'accord. Le temps nous tenant à la gorge. On va avancer. Non. Très bien. Vous n'êtes plus prêt. Non. D'accord. Dans la Le temps nous tenant à la gorge. Vous étiez prêt. Mais non. Nathanaël, le temps nous tenant à la gorge, on va avancer. Il y a encore un dernier axe de cette émission, mais une petite parenthèse. Lorsque l'affaire a déclenché, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, on a vu un certain nombre de journalistes prendre votre défense. C'est le cas de David Atemkin. Est-ce que c'était un commis par vous-même ou alors il l'a fait de par votre amitié? Non, d'abord, je suis quand même un peu surpris parce que la première des choses pour des journalistes, c'est de condamner ce qui a été fait. Ouais. Vous imaginez, monsieur, que je discute avec vous au téléphone. J'enregistre la conversation. Je vais trafitouiller la conversation. Assis dans le salon d'un ancien footballeur déchu et qui aujourd'hui a décidé de ma perte, vous pensez que c'est quelque chose de normal? Regardez-moi dans les yeux, vous êtes syndicaliste. Ça, ce sont des choses, dans un environnement normal, une personne qui pose ce genre d'acte ignoble, immonde, doit être mis au banc de la profession. Très bien. C'est un mouvement à deux volets. Oui, attendez. C'est un mouvement à deux volets. Le premier volet, c'est tout à fait malsain. C'est tout à fait malsain. C'est malsain, mais moi, allez, je vous ai bien compris. On va avancer. Il a égaré le téléphone, donc des gens ont retrouvé, Vous pensez que c'est crédible, ça? C'est aussi puéril que l'acte lui-même. Très bien. On observe une pause, pour le temps de revenir tout à l'heure pour le duel de cette émission de l'Arène, qui a donc naturellement comme invité Jean-Bruno Tagné. Le temps du duel, juste après la transition. Voici venu le moment du duel. Monsieur Tagné, vous allez devoir choisir l'un de ces bulletins qui va donc désigner celui qui va vous affronter dans le cadre du duel. Je vois découvrir Nathanaël. Vous avez la parole pour quelques minutes pour affronter Jean-Bruno Tagné face à vous. 5 minutes. Voilà. Jean-Bruno Tagné, moi je reviens sur la décision du Conseil national de la communication sur Afrique Média. Oui. Vous avez lu un extrait qui parlait des armes attribuées à la France. Et aux États-Unis. Aux États-Unis. Cette émission-là, celui qui l'avait déclaré était le ministre de la communication du Tchad et de la Centrafrique. Et je ne sais pas pourquoi vous... Un ministre qui est à la fois au Tchad et à la Centrafrique. Non, un ministre de la communication de Centrafrique et un ministre... Il y avait 2 ministres sur ce plateau-là, ce jour-là. Or, un mois avant, M. Tiroma a donné une conférence de presse au Cameroun en compagnie du ministre de la communication du Tchad où lui-même, Tiroma, a affirmé que Boko Haram, que sur les informations reçues de son collègue de Tchad, Boko Haram détenait des armes françaises. Pourquoi lorsque les médias ont relayé ça, on ne s'est pas saisi pour sanctionner les médias? Pourquoi lorsque, un mois après, quand on relaie ça, parce que cette fois-là, les ministres le disent sans être accompagnés du ministre de la communication, vous vous en saisissez et vous sanctionnez? Il y a une différence fondamentale entre détenir des armes de fabrication française et être armé par les Français et les Américains. Donc, lors de la conférence de presse, Thuram a aussi insinué que les Boko Haram est armé par les Américains, par les Français. Je vous laisse responsable de vos propos sur M. Tiroma et sur les ministres de la communication du Tchad et de Centrafrique. Personnellement, je n'ai pas connaissance de ce genre de déclaration. Il me souvient que le ministre de la communication du Tchad, en visite au Cameroun, avait accordé une interview à la presse camerounaise, je ne me souviens plus très bien de quel journal, dans laquelle il avait effectivement dit qu'on avait trouvé des armes de fabrication française sur le terrain. Mais ça ne veut pas dire que c'est la France qui a armé les insurgés de Boko Haram. Faites très très attention. Vous dites au Conseil de la communication que vous saisissez des affaires. Ouais. Lorsque un plaignant qui a payé la presse rubis sur ongle pour insulter des personnes, vous vous êtes saisi, on a traité certaines personnes que leur maman était marabout et détenait la personne, c'est ce maraboutisme qui faisait le rayonnement de la personne à la une et le nom d'un DP. Le Conseil de la communication ne s'est jamais saisi d'une telle information. Mais je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Hein. Vous ne pouvez pas voir, je préfère ne pas... Allez-y, dites tel journal a dit telle chose et puis et tout. Et de toutes les manières, de manière générale, lorsqu'il y a une infraction de ce genre, lorsque vous estimez
qu'il y a une infraction, saisissez le Conseil national de la mais communication. Mais vous pouvez aussi vous saisir. Oui, on s'auto-saisit, mais nous ne pouvons pas nous auto-saisir. Surtout, il y a tellement de choses qui se font dans nos médias. Est-ce que vous pouvez jurer qu'au Conseil national de la communication, vous ne prenez pas vous personnellement, vos membres ne prennent pas le pot de vin? Parce que vous savez ce que c'est qu'un organe de régulation. Un organe de régulation vous empêche de vous accoquiner avec les plaignants. Or, dans l'affaire Camerco, Europlus, on a vu beaucoup de membres du Conseil de la communication dans des restaurants UP avec les avocats du directeur général de Camerco qui sont cités sur cette plainte. Est-ce qu'en ce moment, vous délibérez encore en toute liberté et en toute indépendance? Vous savez, ce genre d'accusation... Ce n'est pas des accusations. On a jusqu'aux preuves, jusqu'aux photos. Très bien. Je vous invite à révéler ces informations. Ça devrait faire partie de votre défense. Donc, rassembler tous ces éléments, je suppose que c'est énorme, rassembler ces éléments et présenter-les. Il ne suffit pas simplement de venir sur un plateau de télévision comme ça, là, mettre en doute l'intégrité d'un certain nombre de personnalités au sein du Conseil national de la communication. Je regrette. Les membres du Conseil national de la communication, je ne voudrais pas parler de moi, mais je vous invite à faire très attention. Vous savez que certains de vos collègues annoncent les décisions sur les chaînes de revues de la presse les dimanches, avant que les sanctions soient prises 1 semaine, 2 semaines après. Je ne suis pas au courant de ce genre de choses. Toujours est-il que le règlement intérieur du Conseil national de la communication est très clair. Les affaires du Conseil national de la communication restent au Conseil national de la communication. Et lorsque j'ai été invité, attendez que je finisse. Lorsque j'ai été invité par M. Essono à participer à cette émission, j'ai d'abord demandé la permission au vice-président du Conseil national de la communication avant de venir dans cette émission. Et s'il ne m'avait pas donné cette permission, j'aurais dit qu'on ne parle pas du Conseil national de la communication. C'est une institution organisée. Jean-Bruno Tagny, vous avez traité dans l'affaire Eto ou Nathalie Koua, vous avez traité un article où vous avez fait une erreur professionnelle d'équilibrer l'information et de faire des affirmations gratuites. Oui. Le Conseil de la communication ne s'est pas saisi. Oui. Est-ce que, et nous avons constaté que même dans l'affaire de Boko Haram, où on incrimine les journaux, où on a suspendu Rodri Tongue, Félix Ebolebola. Ça n'a rien à voir avec le Conseil. Il y a des... Et à l'époque, le Conseil national de la communication avait fait un communiqué pour soutenir... On a l'impression que certains grands journaux de la place Le Jour, Mutation, L'Œil des Sahel, Le Messager sont protégés au Conseil national de la communication et Canal+, Canal 2, qui ne sont jamais sanctionnés. Pour les mêmes faits où on sanctionne les autres. Vous faites erreur parce que Canal 2 malheureusement a été sanctionné déjà. Il y a une émission une sanction de 6 mois. Si je ne m'abuse, une émission que j'aimais bien avec un présentateur que je trouve tout à fait talentueux qui s'appelle Malik, oui, et qui faisait une émission de grande enquête. Sauf qu'il y avait un problème. Il y avait une espèce de voyeurisme qui était tout à fait inacceptable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire des zooms sur des corps de personnes déchiquetées. Où était la responsabilité du journaliste? La responsabilité du journaliste, c'est de sélectionner ce qu'on... Vous savez qu'en télévision, c'est le réalisateur qui est le chef de plateau. Oui, mais c'est l'émission. L'émission appartient au journaliste, monsieur. Il est responsable du contenu de son émission. Je regrette. C'est comme ça que vous me direz demain que si vous allez publier des photos tout à fait inacceptables dans votre journal, c'est la faute au type qui fait la mise en page. C'est votre faute en tant que journaliste. Est-ce qu'un membre de la communication doit encore être en activité? Parce que plusieurs membres de la communication qui sont en activité font des dérives eux-mêmes dans leur traitement de l'information, qui sont relevés, d'autres ont même publié des interviews imaginaires, qui sont membres... Qui? Et qui n'ont jamais été sanctionnés. Vous avez refusé de donner les noms tout à l'heure. Moi, je refuse de donner. Vous les connaissez. Vous êtes l'organe de régulation. Ce n'est pas à moi de vous dire. Alors, il n'y a que 9 membres au Conseil national de la communication. Pour l'instant, il n'en reste que 8. Et là-dedans, il y en a 3 qui sont encore en activité. Okay. Moi-même, M. Bobiokono et Charline Disha. Il y a une 4e, c'est Suzanne Kalalobe. Voilà. Alors, parlez-nous donc de qui a publié cette interview imaginaire. De toutes les façons. Nous ne nommons pas les membres du Conseil national de la communication. Je regrette. Pourquoi les membres du Conseil national de la communication ne sont jamais traduits par leur propre organe? Non mais attendez, comment est-ce qu'un pour les fautes que vous commettez vous-même traduit son propre journaliste devant un conseil? On n'a pas dit que le journaliste doit être une espèce de dieu. Mais il y a... Il semble que vous êtes des dieux dans la profession. Non, malheureusement, il y a simplement la responsabilité du journaliste. C'est-à-dire quoi?
un journaliste peut se tromper de bonne foi. Mais lorsqu'un journaliste publie des articles qui ont été faits manifestement dans l'intérêt de nuire, malheureusement, le Conseil national de la communication est obligé de se saisir. Dans notre profession, c'est un métier qui est assez difficile, où on est au quotidien dans le feu de l'actualité. Il peut arriver qu'on se trompe de bonne foi. Moi aussi, je me suis souvent trompé. J'attends que vous vous mettiez. Je me suis souvent trompé. Votre mandat dure combien de temps? Et votre chance. Votre mandat dure combien de temps? Il dure 3 ans. Vous devriez le savoir, vous qui êtes syndicaliste. Il faut d'abord connaître les textes. Non, c'est parce que je vous rappelle que vous êtes déjà presque en fin de mandat. Oui, en attendant que notre mandat finisse, je voudrais également vous dire une chose. Il peut arriver qu'un journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, se trompe. Ça arrive à tout le monde. Permettez-moi, j'ai une dernière question. Le problème, c'est de voir la démarche journalistique, de voir la bonne foi dans l'erreur qui a été commise par le journaliste. Allez-y avec votre dernière question. Jean-Bruno Tagné, on vous a vu manifester lorsque la presse s'est mobilisée pour dénoncer l'assassinat de Bibi Ngota. On vous a vu rejoindre, prendre, arracher les pancartes et manifester au nom du SNJC pour le boycott des États généraux, des deuxièmes États généraux. Oui. Mais après, vous êtes allé dans ces États généraux travailler. Comment vous pouvez... Non, pas dans les États généraux. Attention, vous parlez de quoi là? Moi, je travaille pour les États généraux. Non, vous étiez invité, vous avez travaillé dans les commissions. Non, moi, je n'ai jamais été... vérifiez vos informations. Moi, je n'ai jamais été aux États généraux de la communication. Moi, j'ai manifesté lors de la tenue des États généraux de la communication. Parce que j'estimais que... Oui, parce que j'estimais qu'il ne revient pas au gouvernement d'organiser la profession. Ce sont les journalistes qui doivent le faire. Très bien. En tant que syndicaliste, vous devez savoir que c'est nous, les journalistes, qui devons organiser notre profession. Mais c'est parce que vous, les syndicalistes également, vous ne faites pas votre travail. Vous êtes dans une espèce de corporatisme de mauvaise aloi qui, malheureusement, manque de sérieux. Et à un moment donné, on a l'impression que les journalistes sont là pour accepter tout. Non, la liberté d'expression, oui, mais il y a la responsabilité. Nous ne disons pas non. Et le je vais vous dire, vous prenez votre carte de allez, Nathalie, le temps, parce que vous avez déjà bénéficié de beaucoup de manifestations de SNJC. Parce que nous ne disons pas non à la sanction et aux dérives. On ne dit pas qu'il n'y a pas les dérives. C'est la manière de sanctionner et ceux qui sanctionnent qui nous posent le problème. Très bien, on vous a bien compris. C'est une belle conclusion à laquelle vous avez abouti, Nathanaël Njek, dans le cadre de cet affront, dans le cadre du duel. Mais on va en quelques minutes parler du dernier acte de cette émission qui concerne le football, l'Africa Foot et même les élections qui sont en cours au niveau de cette instance fêtière. Oui. Sous Léono. J'espère que Nathanaël ne se plaindra plus, que j'ai pris beaucoup de paroles. Mais je voudrais, avant de poser la question sur le football, est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, vous reconnaissez, n'est-ce pas, que les journalistes doivent organiser la profession? De plus en plus, il y a un débat qui a cours, c'est lui de voir les journalistes élire leur père dans des institutions comme le CNC. Est-ce que c'est le moment n'est pas venu de le faire? Deuxièmement, vous avez même reconnu quand même qu'il y a des petits problèmes. Je comprends, hein, je vous le concède. Est-ce que aujourd'hui la crédibilité du CNC ne dépend pas aussi d'un certain nombre d'échafaudages que vous devez mener afin que ces décisions ne soient pas forcément attaquables, mais qu'elles rencontrent l'adhésion populaire? Non, aucune décision ne pourra rencontrer l'adhésion populaire, je regrette. Aucune décision ne peut être acclamée de tout. Ce n'est pas possible. Il y a toujours des gens qui sont mécontents, il y en a qui sont contents. Je voudrais que vous sachiez une chose. On ne va pas créer une république... C'est trop simple ça. Oui, attendez. On ne va pas créer une république des journalistes dans ce pays. Il faudrait que les journalistes assument leurs actes. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que de temps en temps, il faudrait que nous, journalistes, on essaye de se mettre à la place des victimes. Très bien. Parlons un peu de ces élections-là. En tant que journaliste sportif, les journalistes eux-mêmes doivent élire leur père? D'abord, moi, je suis content que vous disiez que les journalistes doivent se mettre à la place des victimes. Tout à fait. J'espère que dans l'affaire de votre traitement de l'information, affaire Eto'o, Nathalie, quoi, vous mettez à la place d'Eto'o. Oui, et je fais ce que j'ai à faire. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose en faisant un peu attention de ne pas me faire tromper par un certain nombre de sources. Très bien. Mais je dis ceci. Je vous en prie. Le temps nous tient à la gorge. Je ne voudrais pas être celui... L'intervieweur lésé ici. J'ai posé 2 questions j'y réponds. Sur la question de l'organisation de la profession. Excusez-moi de les reprendre. Oui. Première question. Oui.
ne pensez-vous pas que l'heure est venue pour les journalistes de lire, n'est-ce pas, leur père dans ce tribunal, pour s'ici dans ce tribunal? Deuxième question, s'il vous plaît, pour que j'en finisse définitivement avec le CNC. Est-ce que du moment où vous avez été, n'est-ce pas, vous avez bénéficié de la clémence, la tolérance du CNC, vous-même, ne pouviez pas vous mettre en marge pour vous entendre juger sur l'ambiguïté de vos actes, tels que c'est véhiculé, n'est-ce pas, par les uns et les autres? La dernière question, c'est des purs fantasmes. Et deuxième chose, sur la question de... vous parlez de l'organisation de la profession. Par les pairs. Rien n'empêche les journalistes de s'organiser. Le Conseil national de la communication a été créé par la loi de 90 sur la liberté de communication sociale. Et immédiatement après, dans la foulée, on a créé le Conseil national de la communication. Mais à cette époque-là, avait simplement été un organe consultatif essentiellement. Et c'est en 2012 qu'on a réorganisé le Conseil national de la communication pour lui donner de nombreux pouvoirs. C'est pourquoi? C'est parce que les expériences de régulation, d'autorégulation par les journalistes ont échoué. On a connu l'expérience, vous connaissez très bien cette expérience-là, du Conseil camerounais des médias, qui avait en son sein un certain nombre de personnalités tout à fait crédibles. Et Sama Essomba, Haman Mana, Eyumanto, et puis d'autres personnalités. Mais c'est vous, les syndicalistes, qui avez combattu cette instance-là, parce qu'il y a des gens qui estiment que tant qu'eux, ils n'ont pas été nommés dans une institution, elle est mauvaise. Le gouvernement a donc créé le Conseil national de la communication face à l'échec des journalistes de pouvoir organiser leur profession. Bravo, parce que vous mangez dans la pègre de ce Conseil national de la communication. Sur le temps, voilà. Je trouve ça un peu non, mais vous estimez que les aînés, Aman Mana et Samé Soma que vous citez, pourtant ils n'avaient pas les moyens que vous avez. Vous bénéficiez de la force d'un décret, vous avez la possibilité de saisir la force publique pour fermer Afrique Média, ce que les autres n'avaient pas. Contrairement à ce que vous pensez, le Conseil camerounais des médias, bénéficiait d'un certain nombre de soutiens. Lesquels? Il y a eu une ONG qui est venue du Canada pour former des personnalités. Nous ne parlons pas de la même chose, monsieur Tagné. Dans la régulation. Nous ne parlons pas de la même chose. Vous avez moyens ne sont pas essentiellement. Vous avez tout ce qu'il faut. On a bien saisi votre préoccupation. Dans des considérations d'avancement matériel qui moi me gênent. Monsieur Jean-Bruno Tagné, ça va être un dernier mot sur les élections qui ont cours, le processus qui est en cours au niveau de la Fédération camerounaise de football. Quelle est votre opinion là-dessus? Les dernières informations font état de ce que votre opinion, c'est que c'est des arrangements entre amis qui veulent se partager le gâteau Fecafoot. Non, ce n'est pas mon opinion. C'est que j'ai mené une enquête il y a quelques jours au sujet d'un certain nombre de réunions qui ont été organisées dans les services du Premier ministre pour aboutir... Vous-même, vous avez été à la primature? Oui, non, mais là, c'était autre chose. Ça, c'était au sorti de la Coupe du Monde lors de l'enquête qui avait été prescrite par le chef de l'État. C'est vraiment autre chose. Donc, il y a eu, ces derniers jours, des réunions dans les services du Premier ministre pour essayer d'aboutir à une liste consensuelle pour les prochaines élections. Bon, si vous voulez savoir quel est mon avis, je pense que ce n'est pas normal. Le rôle du gouvernement n'est pas de chercher à tout prix le consensus à la Fédération camerounaise de football. Le gouvernement doit s'assurer que les textes de la Fédération camerounaise de football sont acceptés par tous les acteurs, que le processus électoral va être conduit dans les règles de l'art, et puis c'est tout. Les gens vont se battre aux élections pour gagner. Parce que dans toutes ces réunions-là, le football est lésé. Les gens s'asseyent, font des arrangements pour dire X va occuper tel poste, Y va occuper tel poste, et aucun moment on ne parle de programme, on ne parle de vision pour le football camerounais. Et on se retrouve dans des situations complètement absurdes où on voit des individus qui ont par ailleurs été épinglés dans un rapport du contrôle supérieur de l'État, bien connu sous le nom du rapport Ngarmaop, et qui aujourd'hui se font légitimer par le Premier ministère, qui a quand même la responsabilité de préserver les institutions de la République. Je pense que c'est le football qui est en train d'être sacrifié à l'autel des intérêts de certains individus. Donc pour vous, il n'y a pas un bon candidat pour la Fédération? Le problème n'est pas au niveau des candidats. Mon problème, c'est que... Vous soutenez qui, personnellement? Moi, je n'ai pas soutenu qui que ce soit. Je ne suis pas électeur, je suis journaliste. Je dis ceci. Il faut que les uns et les autres présentent leur programme, leur vision pour le football camerounais et que le gouvernement s'assure que cette affaire va se dérouler dans les règles de l'art. C'est tout. Parce que ce que j'ai vu au Premier ministère et selon les informations que j'ai eues,
en réalité, c'est la famille qui est en train de se reconstituer au sens mafieux du terme. La famille est en train de se reconstituer à la FECAFOOT et c'est quelque chose de totalement inacceptable parce qu'on a passé 2 années avec la normalisation et on se retrouve avec les mêmes individus qui étaient par ailleurs contestés. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête de se moquer des Camerounais, qu'on nous présente des individus qui ont leur programme et qui vont se battre sur le terrain sur la base des programmes qu'ils ont présentés aux Camerounais. Très bien. Allez, la pause. Et aux ensuite, électeurs, pas voilà, aux Camerounais. Aux Camerounais électeurs, s'agissant de l'élection du processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Et la suite de cette émission, c'est juste derrière cette transition, le temps d'accueillir Monsieur Synthèse qui est royalement déjà installé dans ce studio. Anongefa, bonsoir. Bonsoir, Ghislain. Alors, qu'est-ce qu'on a dit au cours des 90 précédentes minutes avec notre invité Jean-Bruno Tagné? Jean-Bruno Tagné, bonsoir. Bonsoir. Vous voudrez bien reparcourir les 90 minutes de l'émission de ce soir avec moi? Avec plaisir. Cette fois en 5 minutes. Ouais. 3 personnages principaux ont été explorés de vous au cours de cet échange. Nous allons commencer par votre personne même, intitulé personnel. Les dernières personnes à qui vous avez dit au revoir avant de venir à cette émission, c'est votre femme et votre fils parce que vous vivez ensemble. Votre Tagne, c'est le nom de votre père. Vous n'êtes pas le père des jumeaux. Et le père des jumeaux, vous l'appelez Teke en votre langue maternelle bayangam. Votre bureau n'a pas l'indice de votre épouse ou de votre fils. Vous dites ne pas vouloir exposer votre épouse. Pour votre fils, vous allez corriger cette erreur. Avec votre épouse Rose Pascaline, vous vous êtes marié en juin 2003. Ce qui vous a marqué sur elle, c'est la crainte de Dieu. Vous avez un fils qui a 1 an et demi. La trahison pour vous est un fait terrible et lorsque c'est un ami qui vous trahit, c'est encore très grave. Pour le cas de Ernest Obama, vous ne savez pas pourquoi il a commis cet acte immonde. Il a sa conscience et vous avez la vôtre. L'amitié pour vous est sacrée. Vous n'avez jamais été le confident de Samuel Eto'o-Fils, même pas son ami, encore moins son ennemi. Les pots de vin venant d'Eto, vous n'avez jamais reçu. Maintenant, explorons votre casquette de journaliste et écrivain. Vous travaillez de temps en temps pour la télévision TF1. Le dernier sujet que vous avez fait pour cette chaîne de télévision française, c'est le portrait d'un Koulou. Avez-vous un problème avec votre enseignant, le professeur Mbo Batin? Vous dites non, vous gardez de bons rapports jusqu'aujourd'hui. Il se trouve juste qu'après 3 années d'études à l'ESTIC, vous avez choisi de ne pas soutenir. Votre choix a été d'aller poursuivre vos études au CFPJ de Paris. Vous vous retrouvez au journal Le Jour après une crise en mutation. Aman Mana alors a décidé de créer le journal Le Jour et vous avez préféré partir avec lui. Les autres choses qui tournent autour, vous ne connaissez pas de quoi il est question. L'enregistrement publié sur Internet est bel et bien de vous, vous dites. C'est un entretien privé que votre interlocuteur a choisi de mettre en public. Vos voyages pour la couverture des compétitions internationales, vous dites, sont financés par le ministère et par la FECAFOOT. Et c'est le cas pour les autres journalistes. Pour le cas du Brésil, vous avez été pris en charge par la FECAFOOT et c'est une aide du gouvernement pour soutenir les organes de presse. Vous avez capitalisé ce voyage mieux que quiconque en publiant un livre en plus des articles que vous avez publiés dans votre journal. Vous avez manifesté aux États généraux de la communication parce que vous pensiez que ce n'est pas au gouvernement d'organiser la profession, mais c'est les journalistes eux-mêmes qui doivent le faire. Ce que vous avez fait jusqu'ici, vous ne regrettez pas et s'il fallait recommencer, vous le ferez. Vous êtes auteur de l'ouvrage Programmé pour échouer et vous êtes content de savoir que ce que vous avez écrit est resté constant jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ne citez-vous pas vos sources, votre réponse? Vous dites, et je vous cite, ça ne se passe pas comme ça, c'est en protégeant vos sources que vous devenez crédible. Maintenant, votre casquette de membre du Conseil national de la communication, au sujet de la supposée suspension de l'hebdomadaire Europe Plus, vous dites que l'affaire contre le journal est pendante au Conseil national de la communication et les verdicts seront rendus le moment venu. L'audition des personnes ou des organes cités en infraction au CNC, vous dites respecte, vous avez dit bien, le code de procédure mis sur pied par vous-même. Au dernier ressort, ce n'est pas le SG et ses collaborateurs qui décident des sanctions ou des actes, ce sont les membres du Conseil
eux-mêmes, dont vous. Les plaintes des syndicats vis-à-vis des sanctions du CNC sont évidentes. Vous dites, personne, et je vous cite, ne peut ouvrir le champagne après être sanctionné. Vous êtes journaliste, mais aussi membre du Conseil national de la communication, et vous l'assumez. Le conseil, de votre avis, est toujours légitime autant que ces actes qui portent la signature du vice-président, référence citée l'article 15 et le décret du 23 janvier 2012 réorganisant l'institution. Et si on regarde les choses à partir du droit public, il y a le principe de la continuité de service. Le conseil a 9 membres et le quorum pour garantir la légitimité de ces décisions est de 2/3. Le Conseil national de la communication et le ministère de la Communication entretiennent-ils des rapports conflictuels? Vous répondez pas exactement, mais il y a certains points sur lesquels vous ne vous entendez pas. Exemple cité, l'attribution de l'aide publique à la communication privée sans vous contacter, sans votre avis. Au sujet de la plainte du ministre de la Communication, justement, contre les quotidiens Le Messager, Mutation et Émergence, qui dure depuis 6 mois, vous dites que les décisions seront rendues le moment opportun. La durée relativement longue, vous dites, est due au fait qu'il a fallu se pencher sur la qualité du MINCOM à porter plainte contre ces organes. Afrimédia a été suspendu pour atteinte à la déontologie. Vous avez cité quelques extraits qui illustrent de la violence des propos tenus et diffusés sur les antennes de cette chaîne de télévision. 1 mois, vous pensez que ce n'est pas sévère, on peut le faire jusqu'à 6 mois. C'est la loi qui est dure. Cette suspension a d'ailleurs ébranlé certains membres du gouvernement proches de la chaîne, vous avez dit. Au sujet des sorties du ministre Issa Chiroma Bakari, vous dites que le CNC n'est pas compétent pour juger de la qualité de la communication gouvernementale. Vous reconnaissez qu'il existe quelques lacunes sur le fonctionnement du Conseil national de la communication, mais il faut comprendre que vous le portez de ces fonds baptismaux. Les pots de vin prétendus des membres du Conseil national de la communication évoqués par Mathieu Nahel, qui a d'ailleurs dit détenir les photos, vous dites à lui, rédacteur en chef, de préparer ces éléments comme preuve pour la défense d'Europe plus devant le CNC. Voilà en quelques grands traits ce qu'on a retenu pour cette émission. Merci à vous infiniment Arnaud Ngefak, et on se donne rendez-vous pour une autre édition de l'Arène avec un nouvel invité. Jean-Bruno Tagné, l'invité principal de l'Arène ce soir, est complètement, je vous ai vu acquiescer, à moins que oui, je pense que c'est parfait, juste que c'est en juin 2013 que je me suis marié, et pas en juin 2003. Juin 2013, voilà. Donc tout le reste, c'est parfait et bravo pour la mémoire. D'accord. Votre mariage a quelques mois maintenant, donc quelques années bientôt. Oui. Vous allez célébrer le 2e anniversaire. Vous l'avez fait récemment? Oui, déjà. D'accord. C'était de façon discrète? Oui. D'accord. Sous le Noyolo, merci infiniment à vous d'être venu. Si tu permets, vraiment, si tu permets, je voudrais poser une question simple et sympathique à Jean Bruno par rapport à son positionnement dans son journal Le Jour. Certaines personnes de plus en plus disent que vous n'êtes pas contrôlable par Aman Mana, vous êtes un homme de réseau. Par votre conséquence, il préfère le tandem Jules Conlac, Glotadium. Très bien. Bah écoutez, là encore c'est des fantasmes, mais moi je réponds pour très bien. Nathanaël Njok, infiniment merci monsieur d'être venu de Douala pour venir participer à cette émission de l'Arène qui rentre en gare. On va peut dire moi, je suis content, j'espère que je n'ai pas trop bousculé mon ami, c'est quand même mon ami et que je ne l'ai pas trahi. En tout cas, chacun a joué son jeu. On ne fera pas dire un mot de plus à Soule Noyolo qui est manifestement inarrêtable. Merci infiniment à vous, Jean-Bruno Tagné, d'être descendu dans l'Arène. J'espère que vous ne repartez pas étant trop déplumé. Non, c'est un exercice que j'ai bien aimé, même si j'estime qu'il y a des questions autrement importantes dans le fonctionnement, dans la vie des médias et tout, qu'on aurait pu aborder, dans le football, un certain nombre de choses dans mon ouvrage qu'on aurait pu aborder, mais bon, en 90 minutes, on n'aurait pas pu tout dire. Très bien. Et je suis très heureux d'avoir pris part à cette émission. C'est gentil de m'avoir invité. À bientôt. C'est terminé pour les 90 minutes de l'Arène de ce soir. Rendez-vous pour une autre édition dans 2 semaines. Et cette fois-là, ce sera avec un nouvel invité, avec d'autres confrères qui viendront participer à l'édition l'Arène de ce jour-là. Juste après cette édition, effectivement, il y a la rediffusion de l'émission de Anani Rabia Binzi, cet entretien avec le général Pierre Semengue, à suivre juste derrière cette émission. Mesdames, Messieurs,
Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter excellemment des moments agréables en compagnie des programmes de Canal 2 International. La chaîne toujours plus près de vous. Bonsoir.